Mon premier voyage au Japon, tant à découvrir. Mais par où commencer? Le champ est vaste. Je décide de laisser la tentaculaire Tokyo derrière moi au profit d'une découverte de Kamakura, à 1 heure à peine de la capitale. Pour comprendre un peuple, faut-il d'abord se pencher sur sa spiritualité? Kamakura et ses innombrables temples me guideront, je l'espère, vers une compréhension de la culture japonaise. Une ligne de chemin de fer longeant la côte m'y conduit. Je trouve son nom charmant. Enoden. Il y a foule à Kamakura. Beaucoup de Japonais en week-end, mais peu d'Occidentaux. Viennent-ils pour les temples ou pour la mer? D'après mon guide, le nom de Kamakura apparaît pour la première fois dans un livre appelé Kojiki. Cet ouvrage qui date du 8e siècle est la base du shintoïsme. Une religion dont, si le nom m'est vaguement familier, les principes me sont complètement étrangers. Ce que je sais, c'est que Kamakura fut la capitale du Japon au XIIe siècle, sous un gouvernement de samouraïs. Je découvre quelques-uns des nombreux temples de la ville, dont je comprends que certains sont shinto et d'autres bouddhistes. Mais qu'est-ce qui les différencie et comment les reconnaître? Perdu dans les visites de temples où je ne comprends pas grand-chose, j'arrive avec plaisir dans la forêt de bambou du temple Okokuchi. L'air est incroyablement pur. J'ai l'impression de respirer pour la première fois. Je reprends l'Enoden pour visiter un autre quartier de Kamakura. À la station Ase, un autre temple magnifique me donne une vue sur Kamakura. D'ici, je peux voir toute la ville qui me semble beaucoup plus étendue que je ne l'imaginais. Et puisque je suis à Ase, il est incontournable de découvrir le grand Bouddha Daibutsu, classé trésor national japonais. Cette impressionnante sculpture de bronze pèse plus de 120 tonnes et mesure 13 mètres de haut. Datant du XIIIe siècle, elle a subi de nombreux dégâts, notamment dus à un tsunami qui détruisit le bâtiment qui l'abritait. Depuis, le grand Bouddha médite à ciel ouvert. Mais je suis toujours désireuse d'en savoir un peu plus. Il faut que je parvienne à rencontrer des personnes pouvant me donner des explications. Après de nombreux coups de fil et SMS, l'Office du tourisme me propose d'aller à Enoshima pour y rencontrer un prêtre shinto et un moine bouddhiste. La station Enoshima se trouve elle aussi sur la ligne Enoden, que je commence à apprécier. Son côté rétro correspond bien avec l'atmosphère qui règne ici. Enoshima est une île que certains comparent au mont Saint-Michel. Allons voir. Je flâne dans les boutiques en attendant l'heure de mon rendez-vous. Je dois bien avouer que je suis incapable de reconnaître la plupart des produits vendus, y compris ces petits poissons très célèbres ici. J'apprendrai plus tard qu'il s'agit d'alevins, de sardines et d'anchois. J'ai même le temps de visiter les anciens bains de la ville, qui font désormais partie d'un hôtel privé.
Mais le temps passe et on ne fait pas attendre un prêtre en chef, surtout au Japon. Enoshima est une toute petite île. Et sur cette île d'Enoshima, il y a donc le sanctuaire Shinto Enoshima Jinja. Ce sanctuaire a été inauguré il y a 1456 ans. Et c'est donc un sanctuaire très ancien. Nous y vénérons 3 dieux, et ces dieux protègent la mer. Nous vénérons également Benzaiten. Ce sanctuaire est donc connu comme étant l'un des 3 plus importants sanctuaires dédiés à la déesse Benzaiten au Japon. Dans les sanctuaires Shinto, on déifie la nature du ciel à la terre. On les considère comme des dieux. Tandis que dans le bouddhisme importé de Chine, on vénère le Bouddha. C'est donc ça la différence entre le shintoïsme et le bouddhisme. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent le shintoïsme et qui viennent visiter les sanctuaires. Mais je pense qu'il y a plus de Japonais qui sont bouddhistes. Toutefois, ils vénèrent autant les dieux Shinto que le Bouddha. Et c'est la particularité des Japonais. Une des raisons du grand nombre de visiteurs à Enoshima est son magnifique paysage. Une autre de ces raisons est que depuis l'époque d'Edo, l'actuel Tokyo, l'île était devenue proche de la nouvelle capitale. Et donc les clans de chaque shogun sont venus visiter Enoshima. Je commence à y voir un peu plus clair. La grande porte rouge à l'entrée des temples indique qu'il s'agit en fait d'un sanctuaire shintoïste. J'accomplis le rite de purification nécessaire à l'entrée du sanctuaire. La purification est une pratique fondamentale du Shinto. Dans cette religion, la vie ne trouve son sens et son état véritable que dans la pureté. Ce rite accompli, je vais, comme le font les Japonais, alerter les très nombreux dieux Shinto, les kami, de ma présence. La déesse Benzaiten m'entend-elle? Elle dont la légende dit qu'elle aurait créé l'île d'Enoshima en soulevant une grotte du fond des mers pour en chasser le dragon qui y vivait. Une autre partie fondamentale du Shinto réside dans la communion avec la nature. Je profite donc de mon temps sur l'île pour aller la rencontrer. J'avais prévu de venir au Japon pendant la période de floraison des cerisiers. Hélas, cette année, ils ont eu 15 jours d'avance. Il en reste toutefois quelques-uns qui suffisent à mon bonheur. Mais la nature au Japon, c'est aussi et avant tout la mer. En me promenant sur la rive, je suis impressionnée par les nombreux faucons qui nous surplombent. C'est sûrement ce lien particulier à la nature qui est à l'origine de la poésie japonaise, et notamment des haïkus, qui doivent intégrer une référence à la nature et le plus souvent à une saison. Ici, il s'agit de plusieurs poèmes sur Enoshima, dont l'un de Basho, véritable icône de la poésie japonaise, ayant vécu au XVIIe siècle. Alors que je commence à percevoir ce qu'est le shintoïsme, je me rends à mon second rendez-vous, cette fois-ci avec un moine bouddhiste. Le bouddhisme japonais est unique en son genre.
C'est le fruit de la fusion entre la culture japonaise de base et le bouddhisme raconté par le Bouddha Shakyamuni d'Inde, qui a ensuite été importé au Japon en passant par la Chine. Quand on parle du bouddhisme, ça paraît compliqué à première vue. Mais en fait, il s'agit tout simplement d'enseigner une manière d'être, de penser ou de communiquer avec autrui. Bien sûr, il y a des entraînements, comme la méditation zen, où l'on est au calme et face à soi-même. Mais il y a aussi d'autres formes d'exercice, comme lire un sutra à voix forte. Ces pratiques poussent les limites physiques, mais aussi mentales. Ici, nous sommes Nichiren-shu, une des nombreuses écoles de bouddhisme existantes. Au Japon, il existe beaucoup d'écoles de bouddhisme, mais toutes sont basées sur les idées du Bouddha Shakyamuni. Si j'essaye d'expliquer simplement cette différence, c'est comme les études. Il y a la maternelle, le primaire, le collège, le lycée ou encore l'université. Tout dépend de quel niveau d'études on parle. J'imagine qu'à l'étranger, c'est plutôt le zazen ou l'oma qui sont connus. Mais dans l'école Nichiren, il y a surtout la prière. Nous sommes connus notamment pour nos prières intenses, pour la lecture des sutras à voix haute ou encore pour le fait de jouer des tambours. Je pense que c'est la différence avec les autres écoles. Nous avions donc d'abord le Shinto au Japon. Dans les idées du Shinto, on considère que la vie et les dieux demeurent en toutes choses. Ensuite, le bouddhisme a été importé de Chine. Étant donné que la plupart des Japonais sont plutôt tolérants, ils ont trouvé un équilibre entre les idées existantes du Shinto et les nouvelles idées du bouddhisme, sans pour autant les fusionner complètement ni les opposer. Le bouddhisme est le bouddhisme et le Shinto est le Shinto. Ils ont cohabité de façon complémentaire. Mais à l'arrivée de l'ère Meiji, lors du changement de gouvernement à la fin de l'ère Edo, il y a une loi, Aibutsu Kishaku, qui a ordonné la démolition des temples bouddhistes, et une autre, Shinbutsu Bunri, qui a ordonné la séparation entre les temples et les sanctuaires. C'est comme ça qu'à l'époque, beaucoup de temples ont été séparés des sanctuaires et ont été détruits. Les récits du moine me font découvrir l'histoire de Nichiren, le fondateur du bouddhisme Nichiren que pratique ce temple. Il a vécu au XIIIe siècle et croyait avec ferveur dans les principes du Sutra du Lotus, qui veut faire de chaque homme un saint. Critiquant les autres formes de bouddhisme, Nichiren énerva jusqu'au shogun qui ordonna sa mort par décapitation. Il en réchappa miraculeusement après qu'un objet lumineux flottant dans les airs et venant d'Enoshima ne vienne aveugler le bourreau. Nichiren survécut, vécut en exil et sa légende se propagea. L'école Nichiren est particulièrement difficile. Le moine me raconte les épreuves qu'il a dû subir pendant 100 jours avant son ordination. Privation de nourriture, de repos, devoir affronter l'hiver avec un minimum d'habits. Je pense que peu d'Occidentaux accepteraient ce traitement, semblable à l'armée pour devenir moine. Il existe plus de 18 formes différentes de bouddhisme au Japon. De quoi donner le vertige. Je prends conscience de toute la diversité et la complexité des formes de religion au pays du soleil levant. La plus ancienne, le shintoïsme, a plus de 2000 ans et a marqué profondément la culture japonaise. Ma rencontre avec le moine se termine. Plongée dans mes réflexions sur le bouddhisme, je vais continuer mes visites. Sur le quai de la ligne Enoden, je me rends compte que certains aspects de la culture japonaise nécessitent toutefois un peu d'adaptation.
J'arrive à Fujisawa au bout de la ligne Enode. Je vais avoir le privilège d'assister à un combat de sumo. Le sumo est une tradition qui trouve ses racines dans le Shinto. Avant d'être un sport, le sumo était pratiqué dans les sanctuaires. Précédant les combats, les rituels sont toujours empreints de spiritualité. Les sumos se purifient avec de l'eau, puis jettent notamment du sel pour chasser les mauvais esprits. L'arbitre, lui, revêt un habit très similaire à ceux des prêtres shinto. J'ai la chance de pouvoir voir les plus célèbres sumo du moment lutter aujourd'hui. Et à voir le nombre de spectateurs présents, j'ai l'impression que ce sport est toujours très populaire. Je retourne à Kamakura. Dans le plus grand sanctuaire shinto ce week-end se déroule un festival. Au programme, de nombreuses activités, dont des cérémonies de thé et, beaucoup plus rare, du tir à l'arc à cheval. Un spectacle magnifique qui attire nombre de personnes. Je suis impressionnée de voir que le Japon traditionnel existe toujours et que les sanctuaires sont encore des lieux de vie. Loin de l'image d'un Japon hyper moderne, je découvre un Japon ayant su préserver sa culture ancestrale basée sur le shintoïsme. Une dernière visite à Enoshima, cette île qui m'a permis d'effleurer la dimension spirituelle de ce pays. Je réalise qu'il me faudra bien des voyages pour essayer de comprendre la société japonaise. Pour finir ce voyage en beauté, je monte tout en haut du phare de l'île pour admirer le panorama. En contemplant le mont Fuji, je ne peux m'empêcher de penser au poète Basho qui écrivit ces lignes. Juste devant moi, le mont Fuji s'élève de la terre. Il semble soutenir les cieux azurés et ouvrir la porte des nuages pour laisser passer le soleil et la lune.